KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. De la vie parisienne et internationale dont Augustin ignorait tout, ainsi que des réalités économiques vues du côté des grandes affaires, il parlait avec une allusionnelle bonhomie, toute sa ferveur étant de l'autre côté. Augustin, en face de lui, se sentait parfois un enfant. « Je te voudrais avec nous, lui disait-il, au cours de ses plaidoyers socialistes. Si tes croyances catholiques dominent le contingent, il faut aussi qu'elles s'y épanouissent. Je n'aime pas beaucoup les actes de foi hors de leur seule place indispensable. Cochon !» cria Brûle. Augustin fit un haut-le-corps, mais l'exclamation où rien n'indiquait le pluriel s'adressait aux taupins dont une équipe pour flétrir les fréquentations cagneuses de l'Argilier venait de lancer contre eux un ballon de football qui atteignait l'air. « Si j'acceptais !» Voyons, je cherche une belle phrase noble à cause de toi. Les offres spirituelles du socialisme, je ne tirerai certainement pas du donné tous ces renseignements techniques. Mon risque serait fou. Brûle, une manie qu'il avait, saisit par un bouton le veston d'Augustin et se mit à tirer dessus, comme s'il l'entraînait par le truchement de ce bouton. Il y a 20 siècles, le risque que courait Jésus transcendait sagesse et folie. « Ça ne t'ennuie pas que je te parle de Jésus en termes laïques ?» demanda-t-il soudain d'un ton de respect profond, incertain des libertés qu'il pouvait prendre, en quoi il rappelait M. Rubenson. « Pas du tout, mais ne confonds pas et laisse mon bouton. Les techniques économiques ne sont pas objet de révélation. Jésus n'y est pas un exemple. » Signé Augustin Méridier, membre de l'Institut, murmura Zeller du bout des lèvres, tout en frottant son bras contusionné et sali. On stigmatisait parfois de cette plaisanterie le manque de souplesse d'Augustin, sa sécheresse péremptoire et la sûreté de ses succès scolaires. « C'est curieux, remarquait Brûle. Je vous imaginais plus mystique que discursif, plus fin que géomètre, plus perméable aux raisons du cœur. Oh, qu'ils sont embêtants. On vous l'enverra dans l'autre cour, cria l'Argilier, visé et atteint cette fois. Convertissez-vous l'un l'autre, chacun conquérant son ami, continua-t-il en ce curieux dialogue pendulaire. Mais le genre de reproche que lui adressait Brûle ne pouvait déplaire à Augustin. Il y discernait une garantie d'efficacité pour sa future apologétique. Et aussi un coup de sonde assez profond dans ce qui était sa véritable nature à lui, un certain goût du positif, une certaine parenté avec les gens des Planèzes. Un intellectuel n'échappe pas plus qu'un autre à sa race, mais il l'explore mieux. « Sais-tu que tu cites du Leibniz ?» fit-il à l'Argilier. Comme il donnait la référence, le ballon le heurta en plein dos. « Débarrasse-nous-en, Bernier !» fit Brûle en soufflant de mépris. Lancé dans le ciel d'un coup précis et tout-puissant, le ballon diminua sur les plans inclinés de l'air et commença, juste au-dessus d'un bâtiment de 4 étages, la seconde branche de sa parabole. Bernier s'était comme jeté à sa suite. Une fraction de seconde, le sol brun apparut, sous la ligne brisée de ses 2 jambes. « Ah, les Ross !» cria un gros taupin en se jetant sur eux. Mais une musculature d'un autre ordre le heurta comme une muraille. Des prises souveraines domptèrent ses poignets, brisèrent ses soubresauts. Le retournant d'où il venait d'une invitation irrésistible, « Fous le camp !» dit Bernier d'un ton suave. Vers le milieu de l'année, Brûle parut évoluer. Il rencontrait Augustin le dimanche dans l'une des salles du Louvre. Ils s'en retournaient ensemble à l'heure où l'on fermait le musée, un peu avant le soir. Remontant les quais avec son ami,
Brûle admirait Notre-Dame et Saint-Séverin d'une admiration enfantine et ingénue, étonnante chez ce garçon qui connaissait tant d'autres églises et s'était promené à travers l'Europe. Il interrogeait, plein de bonne volonté, mais interprétant tout en symbole, avait besoin d'explications précises et de traits rigoureux. Il entrait avec Augustin, le regardait prendre de l'eau bénite, s'étonnait des lampes du tabernacle, s'arrêtait devant les ex-voto de la Vierge, lisait à voix basse leurs libellés. Les innombrables santés recouvrées, les grâces obtenues, les merci à ma mère, appuyés d'initiales et de dates, seule identification de ces gratitudes anonymes. Pendant qu'Augustin priait devant la chapelle de la Sainte Vierge, il attendait debout parmi les colonnes capricieuses de l'abside. Ce parfum d'encens bon marché, cette fumée de bougies pauvres, cette humble odeur de vieilles joncs et de fonds de bénitier qui peuplent les églises populaires, remuait obscurément son cœur. Une certaine émotion gênée sortait de ce grand corps et de son manque d'habitude. « Quelle magnifique poésie !» disait-il. « Tous les soucis matériels, la santé, le pain quotidien, et aussi le besoin d'art et de joie, toutes les solides nécessités humaines restent reconnaissables sous cette fleur divine. La font tenir debout, lui donne consistance et rigidité. Quelle profondeur !» Mais Augustin expliquait que ce n'était pas là le cœur de la vie religieuse. La pensée voyait clair et tranchait. Si tu veux, 2 vers expriment les différences. De ton côté, j'aime la majesté des souffrances humaines, mais de l'autre, qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? Peut-être, faisait Brûle rêveur. Il se disait adieu sur le boulevard Saint-Michel. À travers une bruine couleur acajou et criblée de lumière, Brûle sautait dans l'un des tramways qui filent vers le Trocadéro. Augustin voyait s'enfuir sur l'Impériale, parmi les occupants des places à 3 sous, le col relevé et l'air frileux, le fils de la grande banque hollandaise, Brûle frère et Arvinson. Très loin encore du vrai concours, plein du double et profond charme du travail et de l'amitié, toute question politique et religieuse s'offrait ainsi à leur jeunesse. Le modernisme et les socialistes fabiens, l'évangélisme tolstoïen et la critique de Poincaré, la sociologie de Tarde ou de Sorel et l'individualisation des peines, tout se confondait dans la même carence de données, de faits et la même précision abstraite. Les sujets perdaient en leur discussion le relief et le poids des choses véritables, autour desquelles se concentrent les fins d'argent et de bien-être et tous les durs intérêts des hommes. Ils s'idéalisaient dans l'air léger de la raison pure, qu'aucune expérience n'épaissit. Les meilleurs n'ignoraient pas ce paradoxe. Ni Largillier, ni Augustin, ni Brûle ne s'y méprenaient. Mais précisément, cet irréel les enchantait. Dans notre enfance, disait Largillier, nous jouions à l'explorateur et au soldat. Nous continuons de jouer. La cour Grand A, la cour aux 3 préaux, surpeuplée, salie de boue, flagellée de pluie, où les groupes se gênaient et se bousculaient, leur était symbolique. Fermée à la rue, séparée de la vie pratique par de brutales murailles, largement ouvertes sur le zénith. Les 4 amis avaient spontanément choisi le préau de l'Est, le seul dont on put voir le Panthéon et les rondeurs de son dôme. Ils sentaient le vague besoin de quelques paliers intermédiaires entre le sol et l'infini. Très voisin des cuisines, l'odeur des mets y distinguait les jours. Un fumet de ragoût de bœuf aux carottes, spécial au mercredi, prit place parmi les plus chers souvenirs de leur jeunesse. Augustin y parlait de l'extrapolation de la contingence, cédant au curieux plaisir qu'apporte le langage mathématique au littéraire dont ce n'est pas le métier. Le voisinage de Largillier lui rendit le double service d'être informé et prudent. Suivant des idées qui n'ont maintenant rien de bien nouveau, loin que la conscience puisse provenir d'une complication du processus déterministe des choses, c'est elle, disait-il,
qui se feraient un chemin à travers leur contingence. Mais pourquoi arrêter à la conscience empirique cette ascension de l'univers ? Comme une autre bourrade les jetait l'un contre l'autre, ils prenaient finalement le parti d'aller sous la pluie finissante, couper l'eau, leur abstraction sèche en choisissant la moins éclaboussante des flaques. « Quel degré supérieur vois-tu dans les faits ?» demandait Brûle. « Nulle vie de saint qui n'en déborde. On y touche l'absolu dans l'expérimental. Je pense à une agiologie. » Et il citait la vie de Sainte Thérèse, par les carmélites du diocèse de Paris, 2 volumes, 400 pages environ chacun, épuisés pour le moment. Sans qu'ils eussent besoin de changer de direction, les gros yeux bleus de Brûle se déprenaient de tout point immédiat, s'accommodaient pour l'infini. Tous ses traits viraient au rêve. Il partait pour ces longs voyages idéalistes, dont les gens de grandes affaires, à la 2e et 3e génération, sentent parfois le vague et puissant attrait. C'étaient de beaux jours ardents, chargés et pesants d'avenir. Augustin commençait des joies profondes et de formations lentes qu'il n'avait jamais éprouvées encore. Tout s'y fondait. Les discussions entre intelligences de son modèle, la même candeur posée sur diverses doctrines, le même café au lait, amer et lourd de pain, au dortoir les mêmes lits minces, les étroites cuvettes où basculait parfois le traversin. Ne connaître que des buts généraux et désintéressés, savoir qu'il en existe d'autres, ignorer comment ils sont faits, participer au même travail et à la même jeunesse, sentir pousser chaque jour de quelques nouveaux centimètres les fortes racines de l'amitié, douces choses qu'on voit mieux plus tard, d'un peu plus avant sur la route, et comme dans les tableaux de carrière, à travers ces buées qui s'évaporent de la vie. La leur prenait l'aspect d'un paysage uniforme et sans ombre, enivrant d'immensité, sans autre incident que son infinitude même et la joie des grands galops libres. Augustin ne se sentit jamais plus heureux. Une certaine assurance en ses forces et dans les intentions du destin, un mélange de foi, de piété, de raison, un bonheur terrestre ennobli de participations éternelles, toutes les incertitudes ayant le visage de l'espérance. C'étaient de beaux jours. Il n'y manqua même pas cette espèce de fierté que donne la vue d'un grand homme. Il vint dans les dernières semaines de mai à une classe de grec, du bon monsieur Poiret qu'on appelait le père Poiret. Un domestique entra, porteur de 2 chaises, suivi d'un vieux monsieur robuste et voûté, encore très vert, au visage vigoureux et bon. « Ah !» dit monsieur Poiret en se levant. « Voici monsieur Lachelier. » C'était sa dernière année d'inspection générale, qu'il conduisait aussi bien en lettres pures qu'en philosophie. Le vieillard illustre, si simple, s'assit sur l'une des chaises dont l'autre resta vide, toute seule, familièrement. « Assez dit proie qu'on explique. Eh bien, mes enfants, continuez. Je serais content de l'entendre. » Tous les élèves le fixaient d'une curiosité passionnée, qui ne se déguisait pas. Lui leur riait comme un grand-père. Le père Poiret le désignait des yeux. « Donnez donc un texte à monsieur l'inspecteur, voyons. »« Oh !» dit le grand philosophe avec une bonhomie paternelle. « Les vieilles gens de mon temps savent ça par cœur. » Comme Augustin tout près de lui tendait son livre, « Vous aussi, lui dit-il, bienveillant et amusé, vous savez peut-être cela par cœur. » C'était la fameuse strophe chantée par les vieillards thébains, où l'homme ne connaît d'autre bonheur que celui de se croire heureux. « Au moins ce passage, fit Augustin rougissant. » Bien qu'il n'eût jamais cessé de compter sur une préparation de 2 années, Augustin se présenta dès la première, parce que c'était la tradition. Le concours commençait en juin. On attendait, jusque vers la fin juillet, le résultat de l'admissibilité dans des conditions inhumaines,
parmi d'affreux jours torrides et anxieux. Le ciel se teignait tous les soirs d'un même rose orangé, qu'on levait sans doute comme une nappe pour l'étaler le lendemain, à la même heure, sur le même implacable azur. La cour Grand A avait changé d'aspect. Tous les éliminés partis, une vingtaine d'admissibles, sans veston ni gilet, recroquevillés dans ce qu'ils rencontraient d'ombre, se posaient des questions d'oral sur un programme d'histoire insensé, allant de Ménès, roi d'Égypte, à la guerre russo-japonaise. Tous de seconde ou de troisième année, ils montraient une résignation ou une insouciance affectée, brûlés l'une et l'autre dans la même fièvre triste qui était l'âme de ces lieux et de ces jours. Admissible comme eux, Augustin vit partir avec regret Bernier, Paulin Zeller, Brûle, qui avait échoué. Il décida de ne pas se préoccuper d'un succès final prématuré et continua des études de philosophie et d'histoire coupées de visites au Louvre. Il avait entrepris, sur les conseils de M. D., les ouvrages de Durkheim. Le suc s'en exprime vite. Une lecture soigneuse suffit, mais il faut la faire. Elle est assez longue. Elle durait chaque matin de 8h à midi. Après quoi, il était à l'école flamande, dans la liesse de Rubens. Il savourait un plantureux concert de joie, des détails éclatants de grasse vie perçant les conventions mythologiques, la pesée de lourds pieds roses sur des volutes de nuages. À l'oral d'histoire, les souvenirs non rafraîchis de sa quatrième démêlèrent mal les relations d'Othon III et de Crescentius. L'examinateur, un spécialiste du Moyen-Âge, le fixait de ses yeux doux, presque effleurés par les poils extrêmes d'une barbe immense. « Vous êtes de première année, monsieur Méridier. Tenez-vous beaucoup à entrer à l'école dès novembre prochain ? Votre composition écrite est juste, précise, nourrie, équilibrée. Ce sont des qualités. » Il caressait d'une main baguée sa barbe douce et colossale. Un peu sèche, cependant, froide et ascétique. Épanouissez-vous, monsieur Méridier. Offrez-vous à la vie. Des silences séparaient ses conseils. À votre âge, voyons, la vie est belle. Il le fixait de ses yeux d'herbivore sauvage, silencieux amant de la vie, gardant derrière leur douceur maints souvenirs secrets de sa beauté. Il cessa de caresser sa barbe et lui sourit. Le candidat comprit qu'il ne passerait pas. Augustin n'eut pas à regretter ce retard. La classe de seconde année, la Grande Cagne, se fit essentiellement pour lui et quelques autres, parmi lesquels de nouveaux venus de lycées concurrents. Christiani, Brûle, Paulin Zeller réapparurent. Mais on ne revit pas Bernier. L'Argilier, tête de liste aux deux écoles à la fois, normale, sciences et polytechnique, ne devait revenir que comme visiteur sur la cour Grand A, où il avait avec eux tant de fois tourné. Paulin Zeller était externe désormais. Le groupe d'état-là se reconstitua tardivement et mal. Il recevait un coup rude. L'abbé Herzog, très malade, avait quitté sa fonction et se soignait on ne savait où. Augustin fut atterré. Il se reprocha de n'avoir pas tiré du vieil aumônier tout ce qu'il aurait pu. Qu'était-ce que 11 leçons ? Juste de quoi s'assurer par les certitudes d'un autre. Il revoyait la maigre figure sereine, les yeux bleus pénétrants, calmes et déjà éternels. C'est une grande perte, disait-il. Très grande pour moi, fit assez énigmatiquement Zeller. J'aurais dû... Il n'acheva pas ce qu'il aurait dû. Le souvenir des douces conférences revenait avec leur parfum des premiers temps du Christ. Augustin s'était un jour excusé de ne pas pouvoir assister à l'une d'elles.
il se rappelait avec amertume que ça avait été la dernière. « Ihou, ihou, ha, caca !» hurlait Christiani. « Je compatis, je mène un traîne, je condole au deuil Tala. »« Qu'est-ce que tu dis ?» demanda durement Augustin. Ce qui étonna Christiani, habitué à la manière bon enfant dont on prenait d'habitude ses plaisanteries. Il crut de son honneur de les continuer. Il regardait Augustin de bas en haut, à cause de sa taille ridiculement petite, supplémentée par de hauts talons. La colombe savante est bien mâle, je porterai sur sa tombe une mesure de grain pur, dès que mes vénérables parents m'auront donné 3 drachmes. Ils le feront certainement, siffla Augustin, quand tu seras plus grand et mieux élevé. Le nouvel aumônier parut après 2 mois. Il commença un cours qui n'intéressa personne sur l'encyclique de Léon XIII et les solutions économiques chrétiennes. Il était jeune, mal portant. Il avait l'air d'un soldat blond, blessé. L'archevêché lui donnait cette aumônerie pendant sa période de convalescence. Les études d'ancienne histoire religieuse ne reprirent pas. Elles n'étaient que retardées, pensait Augustin. Il faudrait bien un jour ou l'autre s'y donner à fond, quand les tâches scolaires seraient terminées, et en particulier celles du concours. Il pointa enfin à l'horizon, après 8 nouveaux mois d'un travail régulier. Un second joint naquit à l'encoche voulue sur la roue du temps. Augustin, souhaitant quelques heures de repos, descendit un jeudi par la rue Soufflot brunie d'arrosage, odorante de bitume. Tout ce district appartenait aux étudiants en droit. Cette appropriation se marquait aux étalages. Des cours lithographiés de Pandecte et de droit administratif reposaient sur de mornes volumes juridiques d'occasion, marqués de diverses macules de pluie et de sénilité. De vieux jeunes gens les feuilletaient en passant. Augustin traversa comme à un gué l'intervalle entre le bassin du Luxembourg et les cafés des 2 angles. En proie au dépavage chronique et au déplacement de rails, la rue imposait des sauts d'obstacles aux passants. Le Luxembourg offrait ses plafonnantes verdures. La diversité des parterres, le passage de groupes criards, la gaieté du jardin bondé de jeunes filles et d'étudiants bien mis, tout ce mouvement coloré donnait à Augustin le spectacle d'une vie assez charmante et d'une jeunesse qu'il ne connaissait pas. Des allusions au café du quartier traversaient l'air. Les courses de Longchamp et d'Auteuil, des préoccupations d'examen, des noms de camarades, remués ensemble, mêlés de grands rires, pleins d'insoucis et de banalités. Des retours ultérieurs en province se pressentaient. Le souvenir de joie crue et forte s'atténuerait lentement dans des études de notaire, ou d'avoué, ou des cabinets de médecins. La vie professionnelle laissait déjà passer, par l'entrebâillement de ses fenêtres, de gros espoirs de politique, de beaux mariages et d'argent. Des questions s'échangeaient sur des termes techniques. Les servitudes réelles, les naturelles, les légales et celles du fait de l'homme. Nul ne doutait qu'elles n'existassent véritablement au sein des choses, comme des espèces chimiques ou des cristaux. Il s'agissait seulement de les décrire, de compter le nombre d'arêtes, 18 à 20 sans doute, dont les avait, en les créant, munis la nature. Augustin saisit également, au vol, des appellations d'un latin technique jamais bien expliqué dans ses dictionnaires et qui l'inquiétèrent. On parlait d'actio fiduciae directa et contraria, de condictio certae pecuniae. Comme il jetait un regard oblique sur un petit livre de droit élémentaire pour le reconnaître en remontant la rue Soufflot. Son dos fléchit sous un heurt plat. 3 garçons riaient silencieusement. « Il a fallu 2 ans pour qu'on le retrouve », cria Marguillier. Il était élargi d'épaules, vêtu de clair, épanoui, avec d'inattendus détails de toilette, une cravate feuille morte raffinée, un feutre élégant sur ses cheveux hirsutes de jadis. Tous les traits de l'ancien Marguillier,
se montraient les mêmes et différents, recoupés à d'autres gabarits, bénéficiaires d'une transfiguration discrète et somptueuse, teints d'une sorte de lumière. L'air plus jeune que quand il était jeune, il portait sur son front, ses yeux, ses lèvres, un ensemble de plaisir et de gloire, mêlé d'une troisième substance savoureusement complexe, une sorte d'essence parisienne, qui, ayant rencontré sa figure pour s'y poser, y fut resté, s'y trouvant bien. Il éclipsait, bien entendu, Appia et surtout Vathon, qui le suivait comme son ombre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.